Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de traiter, d'évoquer, de parler de la question du dire et du non-dire en psychanalyse. Et de relier ça un petit peu à ce grand débat public qu'on a aujourd'hui sur la question des agressions sexuelles, de l'inceste, voilà, et tout le débat politique qui va avec. Euh, En fait, c'est une interview de Christine Angot, une fois n'est pas coutume, qui m'a donné envie de faire la vidéo. Parce que j'ai trouvé que dans toutes les voix qu'on entend aujourd'hui, et qui sont en fait, à mon avis, difficilement audibles, parce qu'en vérité, c'est un vacarme, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment du vacarme. C'est la seule voix où je me suis dit, tiens, là, il y a un truc qui percute quelque chose que moi j'ai expérimenté en analyse et qui ça m'a parlé en fait. Voilà. Donc l'interview, je vous la mets en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. En fait, c'est une interview sur RTL dans laquelle Christine Angot parle de l'expérience de l'inceste qu'elle a traversé en tant qu'être humain, donc a priori un sujet quand même un peu douloureux et compliqué, et dans laquelle elle dit quelque chose qui me semble vraiment à la fois rejoindre ce que moi j'ai pu expérimenter en analyse à titre personnel, et aussi, il me semble, quelque chose de très très important dans une démocratie. Alors voilà, elle dit à un moment donné que pour pouvoir dire, et bon évidemment elle parle de cette expérience de l'inceste qui est encore une fois très douloureuse, très compliquée à dire justement, eh bien il lui eût fallu pouvoir le dire à quelqu'un auprès de qui elle n'eût paradoxalement pas avoir à le dire. Donc en fait, et là je vais faire mon interprétation à partir de mon expérience à moi, qui n'est pas celle de l'inceste, fort heureusement, euh, pour pouvoir dire, il faut quelqu'un qui écoute en fait, hein. Mais alors là où ça se complique, c'est que on peut avoir consciemment le sentiment d'être écouté, mais inconsciemment ne pas se sentir écouté. Et là, je vais rapporter un rêve que j'ai fait dans le courant de mon analyse, qui montre bien, je pense, la distinction qu'il peut y avoir entre l'aspect conscient et l'aspect inconscient de la chose. Dans ce rêve, je suis avec mon... Enfin, il fait nuit d'abord, c'est un élément important. Je suis avec mon père qui est devant moi, qui marche, on marche. Et à côté de nous passe une route avec des voitures. Et en fait, l'élément principal du rêve, c'est le bruit, le vacarme. Un petit peu le vacarme du MeToo actuel, on pourrait dire. En fait, je finis par association, par comprendre que dans ce rêve, en fait, je place mon analyste en position paternelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, les voitures sur cette route, c'est la route que je traverse pour aller à la séance d'analyse. Euh, il y a la présence de mon père, donc en fait, par déplacement, en fait, c'est elle que j'ai placée en position paternelle, et en fait, je l'ai placée en position de faire du bruit, alors que paradoxalement, elle ne parle pas, c'est-à-dire que l'analyste est quand même censé majoritairement se taire, même si il ou elle a des interventions, et c'est normal, parce que sinon, faut-il des interventions de l'analyse? Ça, c'est encore un autre sujet, mais peut-être les plus parcimonieuses possibles. Et peut-être que justement à ce moment-là, mon analyste pose des interventions trop fréquentes. Et en fait, le rêve vient montrer que dans l'inconscient, en fait, mon analyste, qui est censé m'écouter, en fait, fait du bruit et recouvre quelque chose que je ne veux pas dire. Ou quelque chose que je ne peux pas dire. Là, ça peut être les deux options. Donc on voit, et ça rejoint les propos de Christine Angot, et je trouve que c'est très intéressant, que la dialectique du dire et du non-dire, c'est toujours pris dans une dualité, et c'est toujours pris dans quelque chose de dual. Il faut toujours être deux. Et il faut évidemment que quelqu'un puisse écouter, mais on ne sait jamais, et rien ne nous garantit que la personne qui écoute, écoute vraiment.
Et rien ne garantit non plus que quand on dit quelque chose, quand on essaye de dire quelque chose, on se sente vraiment écouté au point de vue inconscient. Et en fait, c'est toute la difficulté, puisque en général, on va en analyse parce qu'on a quelque chose à dire, mais qu'on n'arrive pas à le dire, ou qu'on ne peut pas le dire, et qu'on ne sait pas comment dire. En fait, l'analyse, c'est l'anti-MeToo, en vérité. Parce qu'en fait, en analyse, on part de cette difficulté à dire, et on essaye de tisser autour. Et de voir ce qu'on peut en faire. Là me vient la réflexion que dans MeToo, en fait, j'ai été victime de ceci, de cela, mon patron m'a mis la main au cul, mon oncle m'a sodomisé quand j'avais 8 ans, enfin j'en sais rien, hein, ce que vous voulez. Est-ce qu'on va vraiment sur MeToo pour réécouter? Ce serait le j'écoute d'Emmanuel Macron, et en fait s'il y a révolution avec MeToo, il serait peut-être, dans une vision positive, on serait peut-être dans... Effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'écoute, qui a changé. Ou est-ce qu'on n'y va pas plutôt aussi pour voir quelque chose? Personnellement, je vais parler de mon expérience. Je pense que... Bon, je suis allé qu'une fois sur MeToo, hein, je l'avoue, je suis allé voir plus par pulsion scopique, pour aller regarder et pas pour écouter, en fait. C'est-à-dire, en fait, parce qu'en fait, ça m'intéresse aussi de savoir qui a mis la main dans la culotte de qui, en fait. Bon, ce que Blanche Gardin résume en disant, j'allais plus sur MeToo parce qu'en fait, ça m'excitait trop. Bon, moi, ça m'a à la fois... ça m'a surtout navré, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un truc super évolué, ce truc, en fait? En fait, pour que ça marche, MeToo, il faut vraiment des gens qui sont en capacité d'écouter. Je ne suis pas certain que dans ce vacarme général, où tout est mélangé, de l'agression sexuelle au viol, à l'inceste, enfin, tout y est, quoi, au patron qui met la main au cul, euh, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit possible d'être écouté. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'en fait, un mouvement comme ça, sous couvert d'écoute des victimes, en fait, j'ai envie d'y croire, hein, j'ai envie de croire qu'on y va vraiment pour écouter les victimes, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot non plus, mais je me demande si c'est vraiment ça, quoi. Si ça cache pas un peu autre chose. Et si en fait, sous couvert de les libérer, ces victimes, avec cette expression insupportable, libérer la parole qui ne veut rien dire, parce que justement, quand on a quelque chose de difficile à dire, par définition, c'est qu'on n'y arrive pas. C'est toute la confusion de l'enfant, en fait, hein, aussi que nous rapporte Christine Angot, qui est en fait, et c'est aussi pour ça que ça a percuté quelque chose chez moi, parce que elle parle de la confusion à partir de l'inceste traversé. Bon, moi, j'ai cette chance quand même de ne pas avoir traversé ça, même si j'ai... La sexualité me semble de toute façon traumatique pour l'enfant, hein. Quand ça arrive dans la psyché d'un enfant, c'est traumatique. Et puis bon, il y a des, il y a des, il y a un, enfin comment dire, il y a des gradations aussi, hein, dans Est-ce que la famille, c'est pas incestuel par définition? Bon, ça c'est un autre débat, mais en tout cas dans la confusion qu'elle rapporte, il y a quelque chose qui moi m'a parlé de la confusion que j'ai pu avoir quand j'étais enfant vis-à-vis de plein de choses. Et peut-être aussi vis-à-vis de ce mouvement de MeToo aujourd'hui, qu'on voit comme une espèce de panacée, alors que moi j'y vois plutôt du vacarme, du brouhaha, un petit peu comme dans mon rêve, et qu'en fait ça me met dans un état de confusion qui fait que ça me semble très compliqué de réfléchir, voire même de ressentir. Et en fait, si j'ai fait cette vidéo, c'est justement parce que j'ai pu écouter cette interview de Christine Angot, dans laquelle j'ai vraiment l'impression d'avoir écouté un sujet singulier. C'est-à-dire vraiment de quelqu'un qui parle de son expérience et qui n'est pas dans la vindicte, dans le regarder le vilain méchant en fait, et donc dans quelque chose de plus intime, et donc du coup ça devient plus possible de se connecter à ce qu'elle dit. Voilà. Aujourd'hui, je vois des commentaires, des pétitions circuler sur Internet. Oui, le Sénat autorise, autorise le consentement après 13 ans. Mais il faut que les gens arrêtent la drogue, hein. Le Sénat n'a jamais autorisé quoi que ce soit après 13 ans. Le Sénat a fixé un âge sous la pression de l'opinion publique, de la vox populi, qui est en fait l'âge de la majorité pénale. Parce que ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'en France, il y a des majorités différentes en fonction des domaines de la vie. Majorité pénale, majorité sexuelle, majorité pour le travail, majorité civile. Elles ne sont pas au même âge.
Pourquoi est-ce que le législateur fait ce choix? Parce qu'en fait, grandir, c'est un processus qui prend vachement de temps, c'est un processus qui est super complexe, et que l'État qui doit être à la lisière entre pouvoir normer tout ça et évidemment fournir un cadre protecteur de l'enfant et de l'adolescent, ne peut pas aller jusqu'à faire la police des culottes. C'est pas possible. Parce que sinon, on arrive dans une société totalitaire, quoi. Et je suis pas sûr que ce soit mieux à l'arrivée que ce qu'on souhaitait au départ. Donc il faut peut-être se calmer un peu, et puis se souvenir aussi ce que c'est pour chacun d'avoir été enfant et adolescent. Je pense que les gens oublient. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de peurs parentales qui sont projetées sur tout ça. C'est-à-dire que on a érigé en norme la question de la parole de l'enfant. Moi, quand j'avais 8 ans, en fait, pour faire chier les adultes, je faisais de la glossolalie, c'est-à-dire que je faisais du blablabla. Je singeais les adultes, en fait, et c'est-à-dire qu'en fait, je faisais du vacarme, je faisais du bruit pour imiter leur bruit, en fait. Voilà ce que je leur rendais audible de moi, en fait. En fait, ma parole, c'était un choix de non-parole, en fait, en vérité. Tout simplement parce que la langue, et là je vais reprendre une expression de Ferenczi, et je suis assez d'accord avec lui, la langue des enfants n'est pas la langue des adultes. Donc quand on parle de la parole des enfants, il faut faire très attention. Et j'ai lu aussi, ça me fait penser à cette idée dans un livre d'Annie Leclerc, dont je faisais la promo dans une autre vidéo plus courte. Pour l'enfant, l'adulte, c'est celui qui protège. Donc, quand on dit à l'enfant « méfie-toi des ogres, méfie-toi des vilains monsieur, méfie-toi des méchants », il est très possible que pour l'enfant, à hauteur d'enfant, ce soit de la confusion qu'on introduise dans son esprit, et non pas de la clarification. Donc, sous couvert de vouloir aider l'enfant, il est très possible aussi qu'on le mette dans une situation très compliquée sur le plan psychique. Donc, tout ça pour dire que, en gros, faisons à mon avis très attention. Ce sont des sujets qui sont très 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 complexes. Comme Christine Angot le dit, on est sur des sujets où tout le monde pense avoir un avis, et moi-même, là, je me permets de partager le mien publiquement. Mais en fait, ça renvoie à de l'intime. Et donc, pour conclure, je dirais que il me semble bon en démocratie de ne pas oublier cette dialectique du dire, du non-dire, de voir que c'est dans une relation complexe, tout ça. Ça permettrait peut-être de s'entendre mieux et d'éviter le vacarme, d'éviter le brouhaha. Et voilà, il faut espérer que de MeToo va sortir quelque chose de positif, mais j'ai quand même quelques doutes. Je pense que c'est peut-être mieux d'aller sur un divan, réfléchir à chercher ses propres mots sur les vécus traversés dans l'enfance et dans l'adolescence, et pourquoi pas après d'ailleurs, hein, que d'aller étaler sur la place publique. Je vais terminer avec ça. Quand j'avais 8 ans, ma mère, ça lui est arrivé de me mettre des thermomètres dans le cul ou de me donner des suppositoires. Est-ce que je vais aller sur MeToo pour dire hashtag MeToo, ma mère m'a violé quand j'avais 8 ans? Est-ce que ça aurait un sens? Franchement, je crois pas. Je crois pas. D'autant qu'à hauteur d'enfant, il était même pas sûr que ça a été traumatisant pour moi, hein. Enfin, ce que je vais dire est terriblement scandaleux, mais la confusion que j'ai pu avoir enfant, je pense, venait d'autre chose que de ça. Enfin, je veux dire, ça, je pense que c'était plutôt dans le versant excitation pour moi, hein. Bientôt un comité des anti-suppositoires. Non, il faut que je regarde, je suis sûr que ça existe. Voilà, donc en gros, dire, ne pas dire, je ne sais pas. Qu'est-ce que je n'ai pas dit dans cette vidéo? Que je me rince un peu l'œil en allant sur MeToo peut-être, si je l'ai un peu dit ça quand même. Non, voilà, en gros je vais conclure là-dessus. Pas simple d'écouter. Pas simple.